Je sais qu'il est important. On dirait qu'il est arrivé ici pour une raison. C'est comme si je devais le trouver, moi. Ce deuxième épisode qui fait suite directement à la fin du premier, on retrouve Nori, qui est donc proche de l'impact de la boule de feu où elle voit ce qu'elle croit être un géant au milieu. Elle sera accompagnée de Poppy, elle va demander de l'aide à Poppy pour sauver cette personne. Pour l'instant, on va dire que c'est une personne. Poppy, elle va essayer un peu de la canaliser, elle va lui dire que c'est dangereux, que peut-être cette personne peut les attaquer, et qu'en plus le village risque de leur en vouloir, qu'elle met tout le monde en danger. Poppy, elle a du bon sens, elle a raison. Et les explications de Nori, moi personnellement, je les trouve pas très convaincantes. Après, pourquoi pas, c'est sa destinée. Dans l'univers dans lequel c'est pas forcément étonnant ou très choquant, mais elle dit qu'elle se sent responsable de lui et qu'elle a l'impression justement que c'est le destin qui les a liés et qu'elle se doit de l'aider parce que ça, c'est important. Donc tu la vois un peu essayer de communiquer avec lui, forcément c'est pas évident, c'est pas si simple. Tu sens que le mec, il est mystique, il a des choses à raconter, il fait des dessins au sol, tu comprends pas trop ce que ça veut dire. Voilà, il parle pas la même langue que Nori, donc forcément c'est compliqué. Moi, c'est les passages qui m'ont un peu le plus ennuyé. Parce que il y a tellement de choses à découvrir. Comme je disais, il y a tellement un monde riche dans cette série à développer qu'en fait, rajouter du mystère, c'est un peu tôt, quoi. On a déjà plein de choses à découvrir. Tu peux nous faire découvrir tous les territoires. Ça va être déjà super intéressant. Donc, c'est des passages qui m'ont un peu ennuyé. Puis, on n'apprend pas grand chose, ça avance pas très vite. Alors je sais, c'est que le deuxième épisode, mais des épisodes il va en avoir 8. Donc il y en a pas non plus 12. Donc aller un peu plus vite là-dedans. On se doute bien que toutes les histoires qu'on nous présente sont liées. Et on devine assez facilement qui va être cette personne. Mais moi en tout cas, dans la réalisation, ça m'a un peu ennuyé. Bon, en parallèle de ça, il y a dans le campement, dans le camp des pieds velus, il y a le père de Nourri qui se casse la cheville. Et là, on se rend compte que c'est plus grave qu'il n'y paraît parce qu'en fait, il va pas pouvoir migrer. Et il faut qu'il migre. Il commence le camp des pieds velus commence à se dire qu'il va falloir partir parce qu'il y a trop de mauvais signes. Et là, on se rend compte que c'est très handicapant pour le père de Nourri d'avoir la cheville cassée et que ça devient un point mort. Et ça l'inquiète beaucoup. N'est-il pas étrange qu'un seul objet ait servi à créer à la fois tant de beauté et de tourments? La vraie création exige des sacrifices. Ensuite, on va découvrir le royaume des forgerons chez les elfes. Et notamment le personnage de Celebrimbor, parce qu'on a découvert qu'il avait besoin de l'aide de Elrond pour réaliser un de ses projets. Alors Celebrimbor, c'est un forgeron très connu, très respecté. On voit d'ailleurs que Elrond l'admire. Il faut savoir que Celebrimbor, il vient d'une grande famille de forgerons. Son grand-père est très respecté et Celebrimbor a l'impression de vivre dans son ombre. Et pour ça, il veut créer quelque chose de grandiose qui sera plus grand que tout ce que les elfes n'aient jamais connu. Et il monte les plans à Elrond d'une tour. Bon, on comprend très rapidement que dans cette tour qu'il veut créer, qu'il veut fabriquer, c'est là où peut-être pourraient être forgés les anneaux du pouvoir. Et qui en effet dépasserait tout ce que les elfes avaient pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais malheureusement, il faut qu'ils construisent cette tour avant le printemps. On ne sait pas trop pourquoi, mais il dit ça, c'est avant le printemps. Donc il demande à Elrond de l'aide et il lui dit qu'il est là pour ça parce que le haut roi ne peut pas lui donner assez de main d'œuvre. Et là, Elrond va nous permettre d'introduire les nains qui étaient absents du premier épisode quand même. Et on va aller découvrir le royaume des nains, parce que Elrond, ça tombe bien, est un grand ami du prince Durin. Malheureusement, quand il arrive, le prince Durin refuse l'accès à Elrond. Bon, au début, on se comprend pas pourquoi, même si on le voit arriver, parce que Elrond, il est très sûr de lui, il dit que Durin est son grand ami, etc. Il lui refuse l'accès, au final, c'est pas une grande cause ou quoi que ce soit, c'est juste que Elrond, qui a une vie d'elfe et qui vit des millénaires, il est pas allé voir son pote pendant plus de 20 ans, et forcément un nain ça vit pas autant qu'un elfe, et en 20 ans il a construit sa vie,
Et Dorine se sent un peu blessée de ça. Bon voilà, ça prouve juste qu'il considère vraiment Elrond comme son ami, quoi. C'est ce que ça nous apprend. Donc bon, il y a eu un petit défi que Elrond a lancé à Dorine pour que Dorine accepte de faire rentrer Elrond. Moi je pense qu'Elrond a fait exprès de perdre ce défi pour pas blesser Dorine, parce que s'il l'avait humilié devant tout son peuple, Dorine ça l'aurait encore plus énervé. Il faut pas oublier qu'Elrond il va chez les nains, comme lui fait remarquer justement Dorine, pas pour prendre de ses nouvelles, mais pour lui demander service, parce que Elrond pense aux nains pour construire la fameuse tour de Celebrimbor. Donc voilà, au final, ça se finit plutôt bien, puisque Dorine qui est prince, va donc proposer l'idée de Elrond à son père. On ne sait pas si son père va accepter, il lui montre un trésor des nains. On ne sait pas encore ce que c'est pas encore dévoilé dans la série, mais on apprend quand même plusieurs choses sur le côté mystique à travers ce voyage des nains. On voit quand même qu'il y a une pousse de l'arbre de Lindon qui a été plantée dans la maison, dans les appartements de Dorine. Donc on se rend compte que les nains sont quand même liés avec les elfes, même si le père de Dorine se méfie un peu des elfes. Votre sort est volontaire. Que vous fuyiez ou alliez quelque part, je ne saurais le dire. Le devoir m'appelle en terre du milieu. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et dans tout ça, on aurait presque oublié Galadriel. Galadriel, on la retrouve, elle est toujours perdue au milieu de l'eau, elle arrive quand même à avancer, hein. Je crois qu'elle doit se taper des bons kilomètres. Là, elle tombe comme par hasard, avec beaucoup de chance, sur le reste d'un navire avec quelques survivants. Il la recueille, ils se rendent compte que c'est une elfe, il la fout à l'eau. Et on se rend surtout compte qu'ils ont été attaqués par ce qu'ils appellent un ver géant. Donc il revient les attaquer au moment où Galadriel est là. Et ils se font, je pense, tous tuer, sauf Halbrand, qui les trahit un petit peu pour sauver sa peau. Mais quand même, il va récupérer Galadriel sur ce qui lui reste de bateau. À ce niveau-là, c'est 3 planches qui flottent. Et il lui sauve une première fois la vie. Bon, ils apprennent à se connaître, ils se découvrent. Ce qui est intéressant, c'est que Halbrand, il met quand même lui aussi Galadriel face à ses réalités. Il lui dit qu'elle a une soif de vengeance, parce que il comprend vite. C'est un personnage assez intelligent, perspicace. Il comprend vite que si elle se retrouve là, c'est parce qu'elle a fui ou qu'elle essaie de regagner les terres pour une quelconque raison. Et il comprend vite, elle lui parle, et il lui dit vite qu'elle a plus une soif de vengeance que quoi que ce soit. Et il a raison en soi. En ça, il a totalement raison, et ça se voit. De toute façon, c'est pas caché dans la série, c'est même flagrant. Mais cette rencontre, bon, elle est intéressante parce qu'elle rappelle ça, mais ça on l'a déjà vu plus tôt dans la série. Mais surtout, elle permet de savoir que les orques sont vraiment de retour, parce que Halbrand dit à Galadriel qu'il a fui les orques. Donc là, elle se dit que vraiment le danger est présent, et il se contente plus de se cacher le danger. Il a commencé à passer à l'action en attaquant les humains. Donc il y a ensuite une tempête, et Halbrand sauve une seconde fois Galadriel. Donc je pense que c'est un duo qui va sûrement perdurer. Ils vont sûrement avancer ensemble. Est-ce qu'il y aura peut-être une petite romance qui va naître? Il y a des chances que ça aille vers là, que Halbrand peut-être meure. Galadriel, ça va lui briser le cœur encore une fois. Mais on sait très bien que de toute façon, elle va pas aller au bout, et aller tuer Sauron, cette fois-ci, d'elle-même. Donc on sait très bien qu'il y a quelque chose qui va la conduire à devenir plus sage, et à obtenir la sagesse qu'elle a dans le Seigneur des Anneaux. Le village tout entier était vide. Le sol de Hordern a avalé ses habitants comme des mouches. Ouais, le sol a toujours été traître là-bas. Et puis le dernier groupe qu'on suit, c'est celui avec Arondir, Bronwyn et Théo, son fils. Tout d'abord, il y a Arondir qui du coup rentre dans le tunnel de la ville déserte. Bon, mais lui, je sais pas ce qu'il devient. J'espère qu'il va pas mourir. Je pense pas qu'il va mourir. Je pense qu'il est juste capturé dans un coin, mais tu vois juste, il est dans un tunnel, il essaie de fuir une créature. Tu vois juste l'ombre d'une créature qui le pourchasse, et puis la créature finit par l'attraper. Et après, on le voit plus le reste de l'épisode. Moi, je pense juste qu'il est capturé, qu'on va le revoir plus tard, parce que lui, pour le coup, c'est l'un des rares personnages que j'ai trouvé charismatique dès le début.
où je me dis, ah, j'ai envie d'en savoir plus, son histoire a l'air intéressante, là où il va, ça a l'air d'être intéressant, c'est-à-dire là où il va avec cet amour interdit avec Bronwyn et tout ça, ça a l'air intéressant, et puis même, je pense que ça paraît évident, que tout le monde l'a compris, faut pas être très perspicace pour le comprendre, mais le fils de Bronwyn, ça a l'air d'être le fils de Arondir. Ça me paraît un peu évident, mais on verra, peut-être que j'ai tout faux. En attendant, on voit justement Bronwyn et son fils Theo qui se retrouvent un peu bloqués chez eux, parce que il y a le premier orc qui débarque de sous terre, et on se rend compte à quel point un orc c'est plus fort qu'un être humain lambda. Il les éclate, il a une résistance incroyable, et ils finissent par le tuer. Bronwyn et son fils, ils finissent par tuer l'orc, et du coup Bronwyn prévient une seconde fois le village, parce qu'elle avait déjà prévenu le village qu'il y avait un danger, personne ne l'a pris au sérieux. Elle découpe la tête de l'orc, elle ramène au village pour leur dire, bon là peut-être que ça va vous servir comme preuve, faut qu'on parte. Et le dernier plan, et ça j'en ai pas parlé avant parce que c'est ce qu'il y a pour moi de plus intriguant, en fait c'est l'arme que Theo a trouvée dans l'épisode précédent. Et sur cette arme, il y a le symbole de Sauron. Et on voit que quand il tient l'arme, il y a du sang qui va dans l'arme de Sauron. Et ça réactive quelque chose. Parce qu'on sait que le fait de l'avoir découvert et tenu dans l'épisode 1, c'est peut-être ça qui a réactivé les orques. Et là, comme par hasard, si les orques arrivent dans sa maison à lui, c'est peut-être pas pour rien. Ils sont sûrement attirés par l'épée, comme l'anneau pouvait attirer aussi. Donc, je pense que Theo, il va avoir un rôle particulier. Alors, peut-être que c'est pas le fils de Arondir, peut-être qu'il a une autre histoire. Mais peut-être que, justement, le fait que ça soit le fils d'un homme et d'un elfe, peut-être que son sang a réactivé quelque chose. Donc, on va le voir dans la suite de la série. Enfin, j'espère, mais normalement, ça devrait être ça. Pour l'instant, je suis pas super emballé. De toute façon, ça reste une série sur un univers qui s'intéresse plus au monde, plus à la magie de cet univers justement que aux personnages. Déjà dans le Seigneur des Anneaux, pour moi c'était le cas. Seigneur des Anneaux, c'est une super trilogie, mais il faut reconnaître quand même que on n'est pas forcément dans l'attache des personnages. En tout cas, moi, je suis pas attaché aux personnages, je comprends pas. Je suis pas lié avec eux comme je peux l'être dans, je sais pas, quelque chose comme Harry Potter où le sentimental est beaucoup plus présent. Donc, ça, je trouve qu'ils l'ont respecté et pour l'instant, je trouve ça plutôt cool, c'est beau à voir et c'est pas comme si on avait 50 000 séries de fantasy avec cette qualité, quoi. Donc, j'attends de voir la suite.